Bonjour, le cours d'aujourd'hui s'intitule Les espaces de fonction continue, partie grand 1. Dans cette partie-là, on va parler des espaces de fonction continue bornés, puis on abordera le théorème d'approximation de Stone-Weierstrass, Carriel et cas complexes. Commençons par des préliminaires et notations. K désigne le corps R ou C, X un ensemble, Y un espace métrique, F de XY l'ensemble des applications de X dans Y, et B de XY l'ensemble des applications de X dans Y qui sont bornées. Lorsque X est un espace topologique, on note C de XY, l'ensemble des applications de X dans Y qui sont continues sur X. On note C infini de XY, l'ensemble des applications qui sont à la fois continues et bornées sur X. Lorsque grand Y est un espace vectoriel normé, les ensembles f, xy et b de xy sont des espaces vectoriels normés aussi. En général, b de xy, lorsque le y est un espace métrique, b de xy sera aussi un espace métrique pour la distance de la convergence uniforme définie par delta de fg, c'est le substitut tous les x dans grand X de la distance de f de x hg de x, quel que soit f et g éléments de b de xy. Si y est complet, b de xy muni de la distance delta est aussi complet. Si y est un espace vectoriel normé, b de xy peut être muni d'une norme appelée la norme infinie, définie par norme de f infini, c'est le substitut dans x de la norme de f de x. Lorsque y est un espace de Banach, b de xy muni de cette norme-là sera aussi un Banach. On commence par la définition de la convergence simple et la convergence uniforme. Soit y est un espace métrique et Fn inclus dans f de xy. On dit que Fn converge uniformément dans x vers f appartenant à f de xy, si quel que soit epsilon positif. On peut trouver un n entier naturel, tel que quel que soit le n qui est supérieur ou égal à grand N. Le substitut tous les x dans grand X de la distance de Fn de x à f de x est inférieur ou égal à epsilon. On dit que Fn converge simplement vers f dans x si pour tout x dans grand X, la suite Fn de x converge vers f de x dans y. Une proposition, une limite uniforme de fonction bornée est une fonction bornée. Lorsque le x est un espace topologique, une limite uniforme de fonction continue sera aussi une fonction continue. Pour ce faire, soit Fn une suite de deux fonctions de x dans y convergeant uniformément dans x vers une fonction f, on distingue les deux cas, supposant que le Fn est sans borné, soit epsilon est égal à 1, on peut trouver un rang n0, tel que, à partir de ce rang-là, le substitut dans grand X de la distance de Fn de x à f de x soit inférieur ou égal à 1. Ceci découle du fait que Fn converge uniformément vers f. Soit grand A, le substitut xy dans grand X de la distance de Fn0x à Fn0 de y, c'est une quantité qui est finie, soit xy appartenant à grand X, par l'inégalité triangulaire, on obtient que la distance de f de x à f de y, il est inférieur ou égal à la distance de f de x à Fn0 de x plus distance de Fn0 de x à Fn0 de y, plus la distance de Fn0 de y à f de y, inférieur ou égal à 2 plus grand A, qui est égal à une constante grand M, donc f est borné. Supposons maintenant que grand X est un espace topologique et soit Fn une suite d'applications continue sur grand X à valeur dans grand Y. On va montrer qu'il converge uniformément évidemment vers f. On va montrer que f est continu en tout point x0 qui est dans grand X. Pour cela, fixons un x0 dans grand X et epsilon strictement positif. D'après la convergence uniforme, il va exister un n0 tel que quelque soit n supérieur à n0. Le substitut des x de la distance de Fn de x à f de x est inférieur ou égal à epsilon sur 3. Mais Fn0 étant continu en x0, donc on peut trouver un état qui dépend évidemment de x0.
tel que quel que soit x dans grand X, la distance de x à x0 inférieure ou égale à eta implique que le substitut les x dans grand X de la distance de fn0 de x à fn0 de x0 inférieure ou égale à epsilon sur tau. Soit maintenant un x quelconque, mais satisfaisant à la distance de x à x0 inférieure à eta. L'inégalité triangulaire implique que la distance de f de x à f de x0 est inférieure ou égale à epsilon, donc f est continue en x0, et par conséquent, elle est continue sur x tout entier. Un corollaire qu'on peut tirer de ces résultats-là est le suivant: C infini de xy, c'est un sous-espace fermé dans B de xy, autrement dit, une limite uniforme de fonction continue et bornée est une fonction continue et bornée. Si y est complet, alors b de xy et c infini de xy sont complets. En général, la limite simple d'une suite de fonctions continues n'est pas nécessairement continue. C'est le cas de l'exemple suivant. Pour chaque entier naturel n, on définit fn de 0, 1 dans 1 qui est tout x associé xn. Fn est évidemment continu sur 0, 1. Il converge simplement vers f avec f de x est égal à 1 si x est égal à 1, 0 si x est dans 0, 1, semi-ouvert du côté de 1. F n'est pas continu, donc la limite simple d'une suite de fonctions continues n'est pas en général une fonction continue. Passons maintenant au théorème de Dini, qui est un outil fondamental pour démontrer le théorème de Stone-Weierstrass. Soit E un espace limité compact, si Fn est une suite monotone de fonctions continues sur E à valeur réelle qui converge simplement sur E vers une fonction continue G, alors Fn converge uniformément vers G. Pour fixer les idées, supposons que le Fn est une suite qui est croissante. Soit epsilon strictement possible, pour chaque x dans E, Fn converge vers G de x qui est égal au substitut le n supérieur à 0 de Fn de x. Donc il va exister un rang n qui dépend de x, tel que quel que soit n supérieur à nx, G de x moins Fnx sera supérieur ou égal à 0, mais inférieur ou égal à epsilon sur tau. Or, f indice n de x et g ils sont continus au point x, donc il va exister un réel état strictement positif qui dépend de x évidemment, tel que si la distance de x à y est inférieure ou égale à état x, alors on aura le module de fnx de x moins f indice nx de y inférieur ou égal à epsilon sur 3, et le module de g de x moins g de y est inférieur ou égal à epsilon sur 3. Et pour xy élément de E qui vérifie distance de x à y inférieur à x, on aura g de y moins f indice nx de y supérieur ou égal à 0, mais elle est inférieure ou égale à module de g de y moins g de x, plus le module de g de x moins f indice nx de x, plus le module de f indice nx de x moins f indice nx de y. Et par conséquent, g de y moins f indice nx de y, elle est comprise entre 0 et epsilon dès que la distance de x à y est inférieure ou égale à état x. Les boules de centre x et de rayon état x ouverte et constituent un recouvrement ouvert de E qui est compact lorsque le x il décrit le E. Par conséquent, on peut trouver un x1, x2 jusqu'à un xm des éléments de E, tel que E sera recouvré par ce nombre fini de boules de centre xi de rayon état xi lorsque le i varie entre 1 et m. Soit maintenant n0 le max des ni et un n qui dépasse le n0. Quel que soit y élément de E, il va être dans une boule de centre xi de rayon état xi, d'où g de y moins f indice n de y, il est supérieur ou égal à 0, mais il est inférieur ou égal à g de y moins f indice nxi de y inférieur ou égal à epsilon, et par conséquent, fn va converger uniformément vers g sur x. Remarquons que la condition fn monotone est essentielle, ça se voit clairement dans la démonstration du théorème de Dini. Passons maintenant au deuxième paragraphe sur le théorème d'approximation de Stone-Weierstrass. Soit ED un espace mythique,
On considère le cas espace vectoriel C infini de EK. On peut le munir d'une multiplication en posant pour chaque f et g dans C infini de EK et chaque x dans E, le produit fg de x est égal à f de x, g de x appartenant à K. L'application fg associée le produit f.g est une application qui est K-bilinéaire, associative. Donc C infini de EK muni de l'addition et la multiplication est un anneau unitaire d'unité 1. Les structures de K espace vectoriel sur l'anneau C infini de EK sont compatibles. Autrement dit, quel que soit lambda dans K, quel que soit fg dans C infini de EK, on a lambda de fg est égal à lambda fg qui est égal à f lambda g. Donc C infini de EK muni de l'addition, la multiplication interne et la multiplication externe est une algèbre commutative et unitaire. Une propriété importante, l'application qui a fg associé le produit fg qui va de C infini de EK kawa C infini de EK dans C infini de EK est continue. En effet, on se donne deux applications f et g appartenant à C infini de EK et x un élément de E. On a le module de fg de x est égal au module de f de x g de x qui est égal au module de f de x le module de g de x qui est inférieur ou égal à la norme de f infini, la norme de g infini, quel que soit x un élément de E. Ce qui implique que la norme de fg infini est inférieure ou égal à la norme de f infini, la norme de g infini, quel que soit f et g dans C infini de EK. Par conséquent, pour toute partie A de C infini de EK, qui est une sous-algèbre, l'adhérence à bas de A est aussi une sous-algèbre. En effet, il est clair que A bas est un sous-espace vectoriel de C infini de K. Il découle du fait que si on prend l'application psi qui a fg associé alpha f plus bêta g, elle est continue. D'autre part, l'adhérence de A elle est stable par multiplication. Posons phi de fg est égal au produit fg. Alors, phi de A kawa A adhérence est contenu dans phi de A croix A le tout adhérence, ce qui implique que phi de A bar croix A bar est contenu dans A bar et par conséquent A bar croix A bar est contenu dans A bar, ce qui achève la démonstration. Définition, on dit qu'une partie A de C infini de EK sépare les points de E. Si pour tout couple xy de points distincts de E, on peut trouver un élément f dans A tel que f de x est différent de f de y. Et passons maintenant au théorème de Stone-Weierstrass, le cas réel. Soit ED un espace mité compact, si une sous-algèbre A de C de ER contient les fonctions constantes séparent les points de E, alors A est dense dans l'espace de Banach C de ER muni de la norme de la convergence uniforme. Une remarque, comme E est compact, on a C de ER, c'est C infini de ER qui est un espace de Banach. Afin de démontrer le théorème de Stone-Weierstrass, on a besoin d'un lemme, c'est le lemme suivant. Il existe toujours une suite de polynômes réels UN qui est dans 0,1 et les croissantes et convergent uniformément vers la fonction qui a t associée à racine de t. En effet, on définit UN par récurrence en posant UN de t c'est 0, UN plus 1 de t c'est UN de t plus 1 demi de t moins UN au carré de t quel que soit n supérieur ou égal à 1. Montrons par récurrence que UN est croissante et majorée par racine de t dans 0,1. En effet, racine de t moins UN plus 1 de t, c'est racine de t moins UN de t moins 1 demi de t moins UN au carré de t, qu'on peut factoriser sous la forme racine de t moins UN de t facteur de 1 moins 1 demi de racine de t plus UN de t. On sait que U1 est égal à 0, il est toujours inférieur à la racine de t. Supposons que UN de t est inférieur ou égal à la racine de t, comme 1 moins 1 demi de racine de t plus UN de t est supérieur ou égal à 0 et racine de t moins UN de t est supérieur ou égal à 0, alors UN plus 1 de t il est inférieur ou égal à la racine de t. D'autre part, on calcule UN plus 1 moins UN de t n'est autre que 1 demi de t moins UN au carré de t supérieur ou égal à 0,
ce qui implique que un plus 1 est le supérieur égal à un en tout point t, donc un elle est croissante. Donc on a, quel que soit t dans 0, 1, un de t elle est croissante, bornée, donc converge vers une limite v de t. Donc par passage à la limite dans l'expression où on a défini la suite un, on obtient v de t est égal à v de t plus 1 demi de t moins v carré de t, ce qui implique que v de t est égal à racine de t, car v de t elle est positive comme la suite un de t qui est positive. Comme v est continu et un est croissante et qu'on va simplement vers v, le théorème de Dini, il implique que un il converge uniformément vers la fonction racine de t. Passons maintenant à la démonstration du théorème de Stolz-Weierstrass-Cariel. La démonstration, on va la faire en plusieurs étapes pour qu'elle soit claire. Premièrement, d'après le lemme, on peut trouver une suite de polynômes réels un qui est dans 0,1 et converge uniformément vers la fonction racine de t. Le deuxième point, montrons que chaque fois qu'on prend un f dans A, le module de f il est dans A bar. Soit A égale le nombre de f qui égale le substitut des x dans E de module de f de x. Si le A est nul, le nombre de f il sera nul, ce qui implique que f est égal à 0. Par conséquent, le module de f va être égal à f qui appartient à A inclus dans A bar. Si le A est différent de 0, on considère Vn défini par Vn de x égale à un de f au carré de x sur A carré. Donc pour tout x dans E, f au carré de x sur A au carré appartient à 0,1. Et comme le A est une algèbre et un est un polynôme, Vn il va appartenir à A quel que soit n. Mais la suite un il converge uniformément vers la fonction racine de t. Donc quel que soit epsilon positif, il va exister un n0, tel que quel que soit n supérieur égal à n0, le substitut est t dans 0,1 de module de un de t moins racine de t inférieur égal à epsilon. Soit maintenant n supérieur égal à 0 et x un élément de E, on a le substitut des x dans E de module de Vn de x moins la racine de f carré de x sur a carré, il est inférieur ou égal à epsilon. Donc Vn converge uniformément dans C de ER vers la fonction qui a x associé racine de f carré de x sur a carré qui est égal au module de f de x sur a. Et par conséquent, le module de f sur a va appartenir à bar, mais a bar étant une sous-algèbre, donc le module de f sera aussi dans a bar. Troisièmement, montrons que si f1 jusqu'à fp sont des éléments de A bar, pour p supérieur égal à 2, alors l'inf de f1 jusqu'à fp et le sub de f1 jusqu'à fp appartiennent à A bar. En effet, pour p est égal à 2, on a le sub de fg, c'est 1 demi de f plus g plus 1 module de f moins g, et l'inf de fg est égal à 1 demi de f plus g moins le module de f moins g. D'après ce qui précède, le sub de fg et l'inf de fg sont des éléments de A bar. Mais on remarque que l'inf de f1 jusqu'à fp n'est autre que l'inf de f1 avec l'inf de f2 jusqu'à fp. De même pour le sub de f1 jusqu'à fp n'est autre que le sub de f1 avec le sub de f2 jusqu'à fp. Et d'après le cas p est égal à 2, il implique que le sub de f1 jusqu'à fp et l'inf de f1 jusqu'à fp sont effectivement des éléments de A bar. Le quatrième cas, montrons que quel que soit x, y élément de E, et quel que soit alpha, bêta dans R carré, on peut trouver un élément f dans A bar, tel que f de x est égal à alpha et f de y est égal à bêta. Par hypothèse, on sait qu'il existe g dans A tel que g de x est différent de g de y, car A est séparé les points de E. Mais comme A contient les constantes, l'application qui a z associé alpha plus bêta moins alpha, z, g de z moins g de x, g de y moins g de x appartient à A. De plus, on a f de x c'est alpha et f de y c'est bêta. Cinquième étape, montrons que pour tout f dans C de ER, et tout x dans E et tout epsilon positif, il existe un g dans A bar tel que g de x est f de x et g de y inférieur égal à f de y plus epsilon, quel que soit y, un élément de E. Soit fx et epsilon fixé,
On a quel que soit y dans E, il existe un h y appartenant à tel que hy de x et f de x et hy de y inférieur ou égal à f de y plus y sur 2. En effet, si le y est égal à x, on prend hx et f. Si le y est différent de x, hy existe d'après quatrièmement. Avec alpha est égal à f de x et bêta c'est f de y plus y sur 2. Mais les hy et f sont continus en y, donc il existe un voisinage ouvert vy de y tel que, quel que soit z dans vy, hy de z il est inférieur ou égal à f de y plus y. Or, le E étant un compact, et les VY, il constitue un recouvrement ouvert de E, donc on peut trouver un Y1, Y2 jusqu'à Yn des éléments dans E, tel que E, c'est la réunion finie depuis y égale 1 jusqu'à M des VY. D'après troisièmement, G qui est égal à l'inf de HY1 jusqu'à HYM, il est dans A bar. Et on a aussi G de x et f de x avec étoile. Soit maintenant y un élément de E, il existe un i tel que y est dans v, y, mais d'après deux étoiles, on a G de y inférieur ou égal à h, y de y inférieur ou égal à f de y plus y. Donc G, il répond à la question. Dernière étape, montrons que A bar est exactement C de ER. C'est ce qu'il faut démontrer normalement. Soit f dans C de ER est epsilon positif. D'après cinquièmement, on sait que quel que soit x dans E, il existe gx dans A bar tel que g indice x de x est égal à f de x. G indice x de y est inférieur ou égal à f de y plus y, quel que soit y un élément de E. G indice x moins f étant continu et nul en x, donc on peut trouver un voisinage de x ouvert tel que G indice x de y supérieur ou égal à moins epsilon inférieur ou égal à f de y. Or, E, c'est la réunion des U de x lorsque le x décrit E, et E est compact, d'où E est une réunion finie des EXI. Ce qui implique que H qui est égal au sub de G de x1 jusqu'à G de xp appartient à A bar, normalement d'après la troisième étape. Soit maintenant y un élément de E, il existe I tel que y appartient à E de xi, et avec 5, on aura G indice x de y supérieur ou égal à f de y moins epsilon, inférieur ou égal à h de y, inférieur ou égal à f de y plus y. Et par conséquent, la norme de f moins h sera inférieur ou égal à epsilon, ce qui implique que f est dans A bar bar. Or, A bar est fermé, donc il est égal à A bar. Ce qu'il faut démontrer. Passons maintenant au théorème de Stone-Weierstrass, le cas complexe. Soit ED un espace mythique compact, si A est une C sous-algèbre de C de EC qui contient les constantes et sépare les points de E, et pour tout f dans A, la fonction conjuguée f bar de f appartient à A, alors on aura A bar est égal à C de EC. Pour ce faire, on considère l'ensemble A0 qui est égal à l'ensemble des éléments f de A tel que le f de E est contenu dans R. C'est ce qu'on appelle l'espace sous-jacent de A. A0 est évidemment une sous-R algèbre de C de EC qui contient les constantes réelles. De plus, chaque fois qu'on prend un f dans A, on remarque que la partie réelle de f est égale à 1 demi de f plus f bar et la partie imaginaire de f qui est 1 sur 2i f moins f bar, ils sont évidemment des éléments dans grand A et à valeur réelle. Donc réel de f et imaginaire de A, ils sont dans A0. Montrons que A0 sépare les points de E, soit x différent de y, deux éléments de E, on peut toujours trouver un f dans A tel que f de x est différent de f de y. Comme f de x est différent de f de y, ou bien les parties réelles de f de x et parties réelles de f de y sont distinctes, ou bien la partie imaginaire de f de x et la partie imaginaire de f de y, ils sont différentes. Donc, réel de f ou imaginaire, f prend toujours des valeurs en x et y qui sont différentes. Donc, A0 adhérence est égal à C de ER d'après le thème de Stone-Weierstrass, le cas réel. Soit maintenant f a valeur dans C et epsilon positif, f se décompose en f1 plus i f2, avec f1 de E est contenu dans 1 et f2 de E est contenu dans 1.
Donc, il existe UV dans A0, tel que le module de E de x moins Fn de x inférieur ou égal à epsilon, et le module de V de x moins F2 de x est inférieur ou égal à epsilon, quel que soit x un élément de E, ceci d'après le thème de Stone-Weierstrass, le cas réel. Posons G est égal à U plus IV, qui est un élément de A parce que A est une surge algèbre, il vérifie en effet soit x un élément de E, le module de J de x moins F de x au carré est égal au module de E de x moins F1 de x au carré plus le module de V de x moins F2 de x au carré, qui est inférieur ou égal à 2, inférieur ou égal à epsilon au carré, et par conséquent, A adhérence est égal à C de EC. Comme application, soit E un compact de Rn, toute fonction continue de E dans R est limite uniforme sur E d'une suite de fonctions polynômes à n variables. En effet, soit à l'ensemble des restrictions à E des fonctions polynômes à n variables, A est évidemment une sous-R algèbre de C qui contient les fonctions constantes et les fonctions projection qui a x1, x2 jusqu'à xn associé xi pour tout i inférieur ou égal à n. Alors A sépare les points de E. Donc d'après le théorème de Stone-Weierstrass, le cas réel, le A bar est égal à C de ER. Donc toute fonction continue de E dans R est limite uniforme sur E d'une suite de fonctions polynômes à n variables. C'est ce qu'il faut démontrer. Et ceci, il termine notre cours. Merci pour votre attention.